docteur Sango, en République démocratique du Congo, eh bien, des tirs ont été entendus ce matin. On parle d'une tentative de coup d'État déjouée par les FARDC qui pourrait vouloir du mal à la République démocratique du Congo, qui pourrait vouloir renverser le président Tshisekedi Tshilombo. D'entrée de jeu, que diriez-vous, docteur Sango? La RDC, madame, il faut savoir que la RDC aussi fait partie de ces États, comme d'autres dans le monde, qui sont pris en otage. La RDC aujourd'hui est un État, est une nation qui représente aujourd'hui le prototype même des États otagieux, le prototype des États qui n'arrivent pas à jouir de leurs matières premières et de leurs ressources naturelles parce que certains partenaires sur le plan international ont pris, n'est-ce pas, en otage ce territoire-là. Aujourd'hui, cette tentative de coup d'État-là, aujourd'hui, pour ma part, je pense que aujourd'hui, nous sommes en train de parler de tentatives de coup d'État, mais demain, on parlera de véritables coups d'État, pour ne pas dire de véritables révolutions, parce que aujourd'hui, il n'est plus admissible qu'on accepte ce qui se passe du côté du Congo. Mais pour faire une analyse rapide, je pense qu'on peut esquisser deux hypothèses pour essayer d'apporter des esquisses réponsionnelles à ces tentatives de coup d'État-là. La première hypothèse, il faut le dire, peut être, n'est-ce pas, c'est la tractation du président Tshisekedi sur le plan international ces derniers temps. Vous savez que ces derniers temps, nous avons vécu ces déplacements sur le plan international, dit-il, à la recherche, n'est-ce pas, des solutions à cette crise qui sévit dans ces régions du nord-ouest et du sud, dans ces régions de l'est et principalement en Goma. On a vu comment il s'est donné à voir de manière aussi péremptoire et ostentatoire avec Emmanuel Macron, où Emmanuel Macron a affirmé officiellement que l'une des solutions passe par la cartographication, n'est-ce pas, des richesses naturelles et des matières premières de ce pays. On a vu comment il s'est rendu en Allemagne, deux puissances en réalité qui sont du point de vue de ce problème congolais, n'est-ce pas, démontrés comme des acteurs, des adjuvants qui continuent à enliser ce territoire. Autre chose également qu'il faut convoquer, c'est cette tentative de diversification du partenariat économique et militaire de la part de Tshisekedi. Vous savez qu'il a eu à concéder certaines parts à la Russie sur le plan économique, et cette façon de faire là peut aussi soulever l'ire de la communauté internationale et plus fondamentalement des États-Unis, qui, du point de vue historique, avait, n'est-ce pas, ici, pris ce pays-là comme étant sa chasse gardée. Donc aujourd'hui, il y a une sorte, je dirais, une tentative de résurrection, n'est-ce pas, du mobutisme. Parce que vous savez que Mobutu avait été, n'est-ce pas, ainsi le joker qui avait été utilisé par les États-Unis pour torpiller le processus du panafricanisme qui avait été porté à l'époque par Patrice Lumumba. Okay. Donc aujourd'hui, avec cette tentative de diversification des partenariats sur le plan international de la part de Tshisekedi, les États-Unis peuvent être aujourd'hui tentés de le mettre de côté à l'effet de porter quelqu'un qui pourra ressusciter le jeu que Mobutu avait joué à son époque. Ça, c'est la première hypothèse. La deuxième hypothèse, je sortirai rapidement par là. Okay. C'est quoi? C'est l'hypothèse de ce vent panafricaniste que nous sommes en train de vivre sur le continent africain. Vous savez que nous avons longtemps démontré ici que Tshisekedi n'était pas à la hauteur, n'est-ce pas, du problème congolais. Tshisekedi s'est montré dépassé par ce problème congolais. Et à partir de ce moment-là, les analyses démontraient qu'il revenait donc aux Congolais et aux Congolaises de prendre leurs responsabilités à l'effet, n'est-ce pas, ici, de sauver l'avenir de la RDC, parce qu'il est quand même incongru que la RDC soit enterrée à cause d'un individu. Donc de la même manière que Bazoum, de la même manière que Tiani et le peuple nigérien ont sauvé le Niger à l'époque de Bazoum, la RDC aujourd'hui est dans cette même dynamique qui consisterait à prendre en main leurs responsabilités à l'effet, n'est-ce pas, de sauver leur souveraineté et même leur indépendance qui consistera à jouir de leurs matières premières, de leurs ressources naturelles. Donc, voilà deux hypothèses importantes qu'il faut un peu convoquer pour essayer de comprendre ce jour ou cette tentative de coup d'État qui s'est passé du côté de la RDC. Ce qu'on présente aujourd'hui comme agression ou alors
tentative d'agression de Vital Kamerhe. Pour ma part, ce serait une pure discrétion, une diversion, parce qu'en réalité, aujourd'hui, un Kamerhe, Vital, c'est quelqu'un qui est du même camp aujourd'hui que Tshisekedi, on parle de la majorité présidentielle. Et lorsqu'on voit même le champ politique congolais aujourd'hui, on se rend bel et bien compte que c'est un champ politique qui est polarisé autour d'une classe politique totalement aguerrie à la dynamique occidentale. Donc on ne saurait aujourd'hui présenter Vital Kamerhe comme étant quelqu'un qui est derrière ce coup d'État-là. Il y a des causes tellement profondes qui vont au-delà, n'est-ce pas, de Vital Kamerhe. Voilà ce que je peux dire d'entrée de jeu concernant cette actualité. Merci, Dr Sango. Jusqu'ici, Vital Kamerhe n'a pas encore vraiment été cité parmi les responsables, mais par contre, Christian Malanga a été cité parmi les responsables, accusé d'être à l'origine de cette tentative, de cet assaut. En tout cas, il a été neutralisé. Pour avoir plus d'informations, on va retrouver Stéphane Katala. Il est partisan en tout cas du parti au pouvoir du côté de la RDC. Merci d'être là avec nous dans le cadre de ce programme, Stéphane Katala. Des tirs ont été entendus en début de journée ce dimanche matin, mais également plusieurs arrestations ont été effectuées et l'armée parle d'étrangers et de Congolais qui auraient voulu porter atteinte à la vie du président Tshisekedi. Déjà, la première interrogation qui vient à l'esprit de plusieurs personnes, ou alors qui est sur toutes les lèvres, c'est: était-ce réellement une tentative de coup d'État, Stéphane Katala? Déjà, bienvenue. Oui, merci beaucoup, bon après-midi. Madame, vous me suivez bien? Parfaitement, allez-y, vous êtes en direct. D'accord, je salue aussi les co-débatteurs qui sont sur le plateau et les autres qui interviendront par téléphone comme moi. Bon, dire que soi-disant coup d'État, je crois que c'est pas une bonne façon de dire, parce que il est vrai qu'il y a beaucoup d'assaillants qui sont morts, mais il y a aussi 2 policiers de notre armée qui sont tombés. Donc, il ne faut pas parfois parler comme ça tant qu'il y a des vies qui sont tombées. Il y a des vies qui sont tombées. Le problème, c'est quoi? Je voudrais d'abord un peu revenir sur ce que l'autre co-débatteur qui vient de parler, je crois qu'il est sur le plateau. Je ne crois pas que tous ces gens qui prétendent interpréter autrement Tshisekedi sont plus panafricains que Tshisekedi. Tshisekedi, c'est un vrai panafricain. Et Tshisekedi ne sera jamais gendarme des États-Unis. Le problème est que beaucoup d'Africains et parfois de Congolais ne comprennent pas la politique de Tshisekedi. Les gens veulent voir Tshisekedi aller chez Poutine comme Burkina Faso, comme Mali, comme les autres. Non, lui n'est pas dans cette politique-là. Lui, il n'est pas militaire. Lui, il a gagné les élections le pouvoir par les élections. Et il est sous le pouvoir constitutionnel. Il ne peut pas agir comme un putschiste. Il n'est pas putschiste. Il coopère avec tous les États, comme il peut coopérer avec ces États-là. Il ne peut pas abandonner les autres n'importe comment. Et la vérité est que parfois ceux qui croient que Tshisekedi se laisse simplement entre merci des États-Unis, ce n'est pas le cas. C'est parce que vous ne connaissez pas. Et vous avez dit quelque chose que les Congolais doivent se lever pour changer Tshisekedi, il n'est pas à mesure. Mais monsieur, vous vous trompez. Vous avez suivi comment les Congolais dans les rues de Kinshasa ont commencé à barricader toutes les rues pour dire que c'est lui qui essaie de toucher à Tshisekedi, on va le toucher. Est-ce que vous avez vu ça? Il ne faut pas interpréter les choses que vous ne maîtrisez pas. Les Congolais aiment leur président. Et ce pays, il a hérité le pays entre les mains des étrangers. Le pays était infiltré à la présidence, dans le gouvernement, dans l'Assemblée nationale, même dans l'armée. La partie que vous appelez l'Est, ce ne sont pas les Congolais qui dirigent, que ce soit sur le plan administratif, que ce soit sur le plan militaire ou bien policier. Ce n'était que le Rwandais qui dirigeait là-bas. Et vous savez, vous-même, vous savez bien que le Rwanda a été publicité comme premier producteur de minerais que le Rwanda n'a même pas sous son sous-sol.
Et derrière le Rwanda, il y a même ces Américains que vous parlez, il y a des Français, il y a des multinationales. Et Tshisekedi, lui, il ne veut pas aller brutalement parce que le mal est tellement profond, il part avec la sagesse, mais en s'armant, parce que nous n'avions pas une armée. Mais aujourd'hui, ça ne fait pas 4 jours. Ça ne fait pas 4 jours. Il faut suivre les informations, même sur le front. Comment est-ce que la FARDC est en train de faire les choses là-bas? On a commencé à récupérer presque tous les villages là-bas. Pourquoi? Parce qu'il a réformé l'armée. Et beaucoup plus dans notre armée, il y a des formateurs qui sont des Russes, qui sont des Roumains, des Turcs, des Chinois. Il ne faut pas parler de choses que vous ne maîtrisez pas. C'est un vrai panafricain et vous le comprendrez après. Parce que c'est que maintenant vous ne le comprenez pas. Et les soi-disant coups d'État, comme vous le dites, n'a pas été orchestré par Kamere. Kamere, dans sa résidence, il a été attaqué. Il a été aussi attaqué. C'est monsieur de Malanga. J'ai d'autres vidéos que je devrais encore vous envoyer. Vous allez voir comment ce monsieur il fait des réunions avec des Blancs, avec les gens d'autres pays. Planifier, ce ne sont pas les choses qui ont commencé aujourd'hui. Ce ne sont pas simplement des choses que des aventuriers sont venus, non. Mais c'est un plan qui a été préparé beaucoup longtemps avec d'autres pays. Il y a le Kenya qui est dedans, il y a le Rwanda, il y a l'Ouganda. Et ces gens sont entrés par le Congo-Brazzaville. Il y a les États-Unis derrière, il y a les multinationales. Et les choses que vous ne maîtrisez pas. Mais Dieu merci. Mais la vérité au moins est que même dans l'armée, parce que dans l'armée, bien sûr qu'il est en train d'enlever tous ces infiltrés, mais il y a encore les autres qui sont là. Parce que ça ne peut pas être si facile que les assaillants qui viennent comme ça et puis se retrouvent à la palais de la nation. Pourquoi tout ça? Parce qu'il a hérité le pouvoir qui était entre les étrangers. Je vous ai toujours parlé que le régime de Kabila n'est pas congolais. Et le pays a été infiltré jusqu'à la présidence. Mais nous sommes en train de revenir. Nous revenons. Dans Tshisekedi, là, tu vas trouver l'esprit de Mosé Laurent Désiré Kabila. Dans Tshisekedi, tu vas trouver l'esprit de Lumumba. Dans Tshisekedi, tu vas trouver l'esprit de Tien Tshisekedi. Donc, c'est quelqu'un que Dieu a préparé pour ce pays. Ils vont essayer par tout le moyen, ça ne va pas marcher. On les a beaucoup, on a tué beaucoup de ces assassins. Même lui, Christian Malanga est mort. Oui. Merci Stéphane Katala. Alors on retient de vous la question posée. Il y a eu un véritable coup d'État, une véritable tentative de coup d'État ce matin en République démocratique du Congo qui a été totalement dérouté, éteint dans l'œuf par les FARDC. En tout cas, ce sont les informations que nous avons. Merci pour votre rapport, mais vous ne pouvez pas empêcher quelqu'un d'avoir un autre point de vue que le vôtre, surtout s'il ne s'agit pas d'un Congolais, mais d'un analyste sur le plateau. Merci en tout cas pour votre rapport dans cette émission. Vous restez d'ailleurs avec nous, on vous donne la parole dans quelques instants. Avant de revenir à vous, eh bien, on passe à un tout autre analyste sur ce plateau. Il s'agit de Tapé Groubera. Voilà, Tapé Groubera, vous êtes avec nous, vous avez écouté Stéphane Katala. Il s'agit d'une tentative de coup d'État savamment orchestrée par des étrangers selon les FARDC et des Congolais. Et selon plusieurs sources, on annonce l'arrestation de certains Américains qui ont été vus en présence de Christian Malanga, on rappelle, qui était un officier de l'armée congolaise il y a de cela quelques années encore. Tapé Groubera, quel est votre regard sur cette situation? Faut-il penser que c'est une mise en scène? Faut-il penser que c'est un coup d'État ou alors une tentative qui viendrait de l'extérieur? Quelle est votre lecture? Okay. Merci Madame Bégoudé. Bonsoir à tous mes frères, notamment le docteur Sango, mon frère Talo et mon frère qui vient d'intervenir. Moi, je voudrais garder un peu la prudence parce que lorsqu'une situation se présente comme tel est le cas ici, je pense qu'il y a beaucoup de non-dits, il y a beaucoup d'éléments qui sont là et que nous ne maîtrisons pas. Pour moi, ça ne sert à rien de se précipiter et de dire, d'avancer des choses sur lesquelles après peut-être qu'on pourrait se tromper. Même si on le fait, ce serait certainement de bonne foi au vu des analyses qu'on a. Et nous avons dit ici sur le plateau, en ce qui concerne Monsieur Tshisekedi, non, je ne parle pas de, comment on appelle, de l'action d'aujourd'hui contre le régime, bien contre le pays. Parce que quand moi j'ai regardé en fait les premières photos, ce qui m'a quand même le plus marqué, c'est ce que je peux appeler cette vision rétrograde. Comment des gens, dans leur objectif premier, ils viennent parce qu'il faut changer le pays
de RDC en Zaïre. En quoi est-ce que cela est pertinent pour les populations? Aujourd'hui, il y a une situation qui est là, c'est que nous avons entre, c'est vraiment difficile de le dire, mais je suis obligé de dire, nous comptons entre au moins 10 à 15 millions de Congolais qui sont abattus, enfin assassinés depuis 1998. Aujourd'hui, la question est comment on fait pour arrêter ces génocides qui se poursuivent là-bas. Parce que les multinationales, à travers leurs voyous, mercenaires et autres, souvent certains pays, notamment le Rwanda, font que nos parents, nos frères, nos sœurs de la RDC dans cette région-là, dans la région des Grands Lacs, beaucoup ont perdu la vie. Et c'est ça qui est notre préoccupation première dans cette situation. Et pour ma part, je pense que c'est la préoccupation première de tout dirigeant. Donc, par rapport à ce qu'a dit le frère tout à l'heure, comme je dis, moi, en ce qui me concerne, il ne m'appartient pas de définir, de donner des grades de qui est panafricain et qui n'est pas panafricaniste. On dit que c'est devant le mur qu'on voit le vrai maçon. Donc, c'est aux Africains de déterminer si M. Tshisekedi l'est ou ne l'est pas. Ce que je dis et que je vais continuer de répéter, on dit quand il y a un incendie, on ne cherche pas l'eau potable pour éteindre le feu. Aujourd'hui, et je le dis, comme j'ai la chance d'avoir un frère congolais, ce qui doit se passer, c'est pas une question. Le problème qui est là, c'est que le problème qui a lieu au Burkina Faso, c'est le même problème qui a lieu en RDC. Le même pire même, d'autant plus que la RDC, ça a commencé même avant le Burkina Faso. Sous prétexte d'une histoire de terroristes, on abat, on tue, et on a vu nos mamans, nos soeurs qui sont tuées, éventrées, violées. Aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est de stopper cela. Stopper cela, ça signifie quoi? C'est de donner les moyens à l'armée congolaise. Je répète, c'est de donner les moyens à l'armée congolaise. Moi, j'ai été outré. Je le dis la fois dernière de voir M. Tshisekedi aller en France voir M. Macron pour que Macron le supporte dans ce qu'il y a. Et je vous donne sur comment on appelle ce proverbe. Depuis quand la biche va voir le lion pour demander au lion de dire à la panthère de changer de régime alimentaire? Je répète, depuis quand la biche va voir le lion, roi de la forêt, soi-disant, de dire à la panthère de changer de régime alimentaire? Alors que la biche, le lion lui-même, c'est un carnivore. Vous voyez, on ne peut pas aller se déplacer, aller voir M. Macron, et avec ce langage de, comment on appelle, de duplicité qu'il a tenu devant le président Tshisekedi, pour dire oui, on vous soutient. On n'a pas besoin ici là de soutenir. Que les chefs d'État du Mali et du Burkina Faso et du Niger soient des militaires, mais le problème auquel ils sont confrontés, c'est qu'on détruit la population africaine. Aujourd'hui, il faut trouver les moyens pour empêcher cela. Dans le contexte dans lequel nous sommes, ce sont les rapports de force. Il n'y a rien d'autre. Ce sont les rapports de force. Vous avez vu les armes qu'on a données à la chose, comment on appelle, à l'Ukraine, alors que, à l'heure où je vous parle, la RDC est sous embargo. Comment peut-on comprendre cela? Et qui met les embargos? Donc voilà les réalités auxquelles nous sommes confrontés. C'est pour cela, ce n'est pas le fait de faire le tour, aller voir des gens pour dire cela, de dénoncer M. Kagame. Non, non, non. Parce que M. Kagame, c'est un peu la même chose que c'est pas le Hamas. Vous ne pouvez pas, pour que vous plaignez, si vous allez vous plaindre devant les États-Unis, ce qu'ils font Israël devant les États-Unis, vous ne faites rien. Donc, ça ne sert à rien d'aller se plaindre devant la France, ou dire, oui, voilà ce que Kagame fait. Kagame, lui, à qui? Ce n'est qu'un pion qui a été envoyé par les Occidentaux, notamment le couple anglo-saxon, qui a envie d'avoir aussi sa part. Je rappelle à toute fin utile que l'un des éléments qui ont fait qu'il y a eu l'assassinat de Patrice Emery Lumumba, c'est que en novembre 1939, lorsque la guerre a commencé en septembre, Einstein a écrit à Eisenhower pour lui dire que, à l'époque, qu'on a découvert un métal qui est l'uranium et que l'uranium est susceptible de faire produire une arme dangereuse, notamment aujourd'hui, on le sait maintenant, l'arme atomique, et qu'il y en a dans 2 régions. Une partie c'était en Pologne, mais la grande quantité se trouvait en RDC à l'époque, et qu'il demandait à Eisenhower soit d'empêcher Hitler de s'en procurer, ou bien de mettre la main dessus. Et c'est comme ça que Patrice Emery Lumumba a été invité à la Maison Blanche, parce qu'on devait céder
cet uranium-là. Il a dit non, ça appartient aux Congolais. C'est l'un des facteurs qui a fait qu'il a été assassiné. Bref, je m'arrête là pour dire qu'aujourd'hui, moi, en ce qui concerne l'action dangereuse qui a été menée là-bas, je m'abstiens de faire les commentaires tant que je n'ai pas encore vu les tenants et les aboutissants. Je suis ça avec beaucoup d'attention. Merci. Si Tapé Groubera, on va retrouver Talo Talo juste après avoir pris le pouls avec vous, docteur Dalvaris Ngoudjou. On rappelle que il y a quelques jours seulement après l'annonce des résultats de la présidentielle au Congo, des fausses nouvelles avaient été répandues concernant également une tentative de coup d'État sur le territoire congolais. Aujourd'hui, qu'une vingtaine de personnes prennent les armes et aillent au domicile de Vital Kamerhe, par exemple, qui est en charge de l'économie du pays et ouvre le feu, ou que d'autres se rendent à la présidence et ouvrent également le feu, même si des arrestations ont eu lieu. Cela donne quand même à s'interroger et jusqu'ici, on peine à comprendre un peu la situation du côté de la République démocratique du Congo. Faut-il rentrer un peu plus en arrière pour comprendre? Bonsoir. Bonsoir, docteur Ngoudjou. Bonsoir, docteur Sango, et bonsoir mes companélistes qui sont de l'autre côté. Madame, je m'en voudrais de rentrer dans le vif du sujet sans adresser mes hommages au peuple iranien. Vous savez, depuis quelques heures déjà, on est en train de chercher l'hélicoptère du président Ibrahim Raïssi, qu'on ne trouve pas. Vous savez, l'Iran, comme la Russie, comme la Chine, comme d'autres pays, sont des pays de l'axe de la résistance qui résistent à une certaine mondialisation, qui résistent à un certain impérialisme du plan mondial. En réalité, ils allaient, comme nous souhaitons sur le continent africain, inaugurer un barrage proche de l'Ouzbékistan de l'Est. Donc, ils avaient rencontré le président Aliyev, président ouzbek. Malheureusement, ils avaient un convoi de 3 hélicos, 2 ont atterri, mais les conditions météorologiques, ça fait des heures qu'on cherche le 3e qui était l'hélico de tête, où il y avait le président iranien et le ministre des Affaires étrangères, Hossein Omar, que l'on ne trouve pas. Il y aurait des chances que les deux ne soient peut-être plus en vie. Et c'est beaucoup triste. C'est beaucoup triste parce que vous connaissez le parcours de l'ayatollah Ibrahim Raïssi. Il était procureur général à Téhéran, il est procureur, mais surtout, il était prévu d'être l'un des successeurs de l'ayatollah Ali Khamenei, donc guide suprême de la révolution. Ceci étant, venons directement sur notre sujet par rapport à la RD Congo. Oui, effectivement, selon les premières informations, entre 3h et 4h du matin, il y a des hommes armés qui ont pris d'assaut d'abord le domicile de Vital Kamerhe. Il y a eu plusieurs morts et un détachement aussi de ces hommes s'est rendu au bureau du président de la République, du président Tshisekedi. Il y a eu échange de coups de feu. Il y a eu des roquettes qui ont pratiquement traversé tout le peuple Congo pour se retrouver de l'autre côté à Brazzaville. Et pour le moment, il se dit au niveau des autorités congolaises que c'était une tentative de coup d'État. Maintenant, on a pu voir les images et les sorties, puisque même dans la sortie du porte-parole des forces armées congolaises, il était question d'une tentative de coup d'État impliquant et les Congolais et les étrangers. Et là, on a pu voir ces images qui montreraient, je préfère dire, qui montreraient des Américains. Et on a vu la sortie de l'ambassadrice des États-Unis à Kinshasa, qui était extrêmement surprise et préoccupée officiellement pour le fait que les Américains soient impliqués dans cette opération, les citoyens américains. Mais cela nous fait beaucoup plus sourire, car rappelez-vous, il y a de cela quelques années, avant l'avènement du président Kabila Kabange, le Kabila père était justement à son domicile à ce palais et les hommes sont venus l'attaquer. Parmi les hommes qui ont été attaqués, qui ont été arrêtés après l'assassinat de Kabila père, premièrement, on a arrêté un de ses gardes de l'époque qui était Edi Kapen. Edi Kapen qui aujourd'hui, il est sorti de prison depuis quand Tshisekedi a pris le pouvoir. Et je crois qu'il y a de cela quelques mois, on l'a nommé général. Maintenant, à côté de cela, il y a aussi que la coïncidence que je voulais soulever, c'est que même quand le président Kabila père avait été assassiné,
curieusement, les personnes qui ont participé à son assassinat avaient rencontré l'ambassadeur des États-Unis quelques mois avant, mais surtout quand il s'échappait, elle aurait remis une carte de visite. Quand il s'échappait, on a trouvé cette carte de visite au palais. Donc, est-ce qu'il y a des liens entre ce qui s'est passé ce matin à Kinshasa avec des forces étrangères, notamment américaines? Aucune piste ne peut être écartée. Pourquoi? Parce que n'oublions pas que les Américains, Paul Kagame par exemple, c'est un nom des Américains. Et à plusieurs reprises, nous avons vu les sorties de Tshisekedi assez dures contre Paul Kagame, du fait que le Rwanda participe à piller les richesses de la RDC et que la RDC se trouve appauvrie pendant que le Rwanda s'enrichit. Ça, c'est une piste. Peut-être une piste liée de ce côté-là. Mais de l'autre côté aussi, il faut avoir quand même que, vous savez, c'est très difficile sur la scène internationale. Quand vous êtes chef d'État, c'est important de bien regarder le siège sur lequel vous asseyez. Quand vous faites des tentatives de pouvoir vous asseoir sur plusieurs sièges à la fois, ça devient extrêmement difficile. C'est extrêmement inconfortable. Pourquoi est-ce que je le dis? Parce qu'on a pu remarquer. On a comme l'impression que le président Tshisekedi, il se soucie beaucoup plus des relations très rapprochées avec les Occidentaux que du peuple congolais. Bon, tout à l'heure, notre copanéliste de l'autre côté a bien cité toutes ces sorties, que ce soit les rencontres en Europe, par-ci, par-là. Mais figurez-vous, depuis qu'il a été réélu, il n'a pratiquement fait aucun tour dans l'arrière-pays. Mais il a fait environ 16 voyages à l'étranger, si je ne me trompe pas. Maintenant, à juste titre, on peut se poser la question de savoir, il est le président des Congolais ou il est le président de l'étranger? Mais maintenant, ça nous met au centre de la question principale. On a comme impression, puis ça ne sert à rien. Vous savez où pouvoir avoir des solutions par rapport à votre pays, que ce soit en Chine, que ce soit en Russie, et on a eu des cas d'école sur le continent. La RCA, c'est un cas d'école. Le Burkina, c'est un cas d'école. Le Niger, c'est un cas d'école. Là, le Mali qui est en train de contrôler plus de 80% de son territoire aujourd'hui, c'est un cas d'école. Alors que pendant des décennies, non seulement le Mali ne contrôlait pas son territoire, mais pire, un petit groupement armé, à un moment, Lazare pour ne pas la citer, avait même menacé le marché de Kinshasa. Et en ce moment-là, le gouvernement malien ou l'État malien travaille uniquement avec les puissances occidentales, notamment françaises. Maintenant que Tshisekedi est là, il se rend compte que ses amis avec qui il pavane tous les jours en Europe, en réalité, ce sont les vrais amis de Kagame. On sait, c'est vrai, la relation internationale, l'ami de mon ennemi est mon ennemi. C'est les règles du jeu. Oui. Maintenant, on a quand même vu ces sorties, je vais dire beaucoup plus verbales que plus que cela. Mais maintenant, est-ce que ce sont les Occidentaux qui veulent le ramener à la raison? Est-ce que c'est le Rwanda qui veut lui dire nous pouvons t'atteindre? Et là, je partage un peu le point de vue de mon ami congolais Katala, on se connaît bien. Parce qu'en réalité, vous savez, en fait, que ce soit le Rwanda ou le Burundi et le Congo, ce sont les mêmes peuples. Ce sont les mêmes peuples. Ce qui fait qu'il y a le partage de beaucoup de choses, que ce soit la culture, que ce soit la langue, que ce soit plein de choses. Et ce qui a facilité, quand les puissances occidentales ont mis en branle un mouvement de groupes armés en l'est de la RDC, ce qui a participé à fragiliser l'autorité de l'État dans ces zones-là. Cela pour faciliter l'exploitation des ressources minières par le Rwanda. Cela a facilité le fait qu'il y ait beaucoup d'infiltration en RD Congo. C'est quoi parfois vous écoutez, il y a un mouvement M23 où Kagame dit que non, ces gars de M23, moi je sais rien avec eux, ce sont les Congolais. Alors que vraiment c'est un secret pour les Chinois qu'en fait les institutions, les stratégies implémentées au niveau du M23 en réalité viennent du Rwanda et qui en fait sont dirigés par des Rwandais qui sont extrêmement infiltrés et du fait de la pauvreté des frontières, par la fragilité de l'autorité de Kinshasa dans beaucoup de strates. Dans beaucoup de strates de l'administration en RD Congo, il y a des infiltrations. Il y a des infiltrations qui peuvent avoir une variable explicative. Parce que n'oublions pas que quand Mobutu Sese Seko était président, qui est le mouvement armé qui s'est développé contre lui et qui était dirigé par Kabila Père, a eu le soutien à un certain moment du Rwanda.
Ça veut dire que les gars étaient repliés pour certains sur le Rwanda, et quand ils quittaient pour venir marcher sur Kinshasa, il y a probablement les Rwandais qui sont venus avec eux. C'est même pourquoi, quelque part à côté, il s'est toujours dit, je dis sur une rumeur, je n'ai pas de preuves pour cela, que Kabila Kabange, donc Kabila fils, n'était pas le vrai fils de Joseph Kabila, et que ce serait l'un des fils de l'un de ces généraux qu'il a adopté et qu'il a pu être auprès de lui comme un véritable fils. Ce qui fait même qu'à un certain moment, les gens soupçonnaient qu'il a peut-être une responsabilité dans le décès de son père et que c'était le deal pour qu'il puisse être président. Je veux dire, en fait, quand on est dans un contexte comme celui-ci et que l'on n'a pas une vision claire, l'on ne prend pas de décision avec une certaine clarté, l'on veut se faire aimer surtout par les Occidentaux, c'est très difficile de s'en sortir. Pourquoi est-ce que je le dis? Pour sortir, un des grands diplomates américains de tous les temps, Henry Kissinger, pour ne pas le citer, disait: être ennemi des Américains, c'est dangereux, mais être leur ami, c'est fatal. Merci, docteur Dalvaris Ngoudjou, pour cet apport sur la question. Et bien, on poursuit sur ce plateau, cette fois-ci avec Talo Talo qui est toujours avec nous. Alors, Talo Talo, à l'aune des informations qui ont été apportées, on rappelle que Christian Malanga, qui est accusé d'avoir fomenté ce plan, était résident aux États-Unis, a été vu en compagnie de plusieurs Américains. D'ailleurs, certains ont été mis aux arrêts du côté de la RDC. Comment comprendre cette situation, cet état de choses sur le territoire congolais? Faut-il parler, faudrait-il voir en cette situation une brouille diplomatique à venir, Talo Talo? Talo Talo, il me semble, n'est pas avec nous en ce moment. On retrouve donc Stéphane Katala. Non, on va d'abord voir Dr Sango sur ce plateau. Alors, Dr Sango, tout à l'heure, vous aviez apporté votre point de vue sur la question. D'ailleurs, le premier, après avoir eu les informations nécessaires pour votre analyse. Eh bien, à l'aune des informations qui ont été apportées par Monsieur Katala, est-ce que vous pensez qu'il est aujourd'hui question des choix de Tshisekedi qui seraient à l'origine de ce désordre qui a causé quand même la mort à plusieurs personnes en République démocratique du Congo ce matin? Oui, je pourrais respecter ce que le co-panéliste Katala a avancé ici comme contre-argument à mon analyse, mais je ne vais pas les accepter et les partager parce que c'est des arguments qui, pour ma part, ne peuvent pas être, n'est-ce pas, ici, adaptés ou adaptables à l'enjeu panafricaniste que nous faisons ici. Moi, je ne suis pas un militant, je ne fais pas une analyse militantiste. Quand nous sommes ici, nous faisons des analyses panafricanistes. Et ce ne serait pas en congolisant le problème congolais qu'on va s'en sortir. Le Congo est un pays africain et en tant que tel mérite, n'est-ce pas, ici, la préoccupation des analystes panafricanistes que nous sommes. Nous avons démontré ici à suffisance que le problème congolais, n'est-ce pas, n'est pas dissociable du problème malien, du problème burkinabé et du problème nigérian. Parce qu'à l'origine, la cause est, n'est-ce pas, la spoliation des matières premières et des ressources naturelles africaines. C'est ça la politique des Occidentaux vis-à-vis du continent africain. Et c'est ça qui justifie même la politique, n'est-ce pas ici, des centres-périphéries, où on a défini l'Afrique comme étant cette périphérie-là, qui ne devra jamais se développer, qui devrait tout simplement être là pour mettre à la disposition des industries occidentales leurs matières premières et leurs ressources naturelles. Donc, partout en Afrique aujourd'hui où nous vivons les zones de violence et les zones de crise, l'origine part toujours des matières premières et des ressources naturelles. Donc, ce serait une hérésie et que de dissocier aujourd'hui le problème congolais du problème burkinabé, du problème malien, encore moins du problème nigérien. Ce serait, n'est-ce pas, ici, passer à côté de l'analyse. On ne saurait encore dire, dans une moindre mesure, que Tshisekedi n'est pas militaire. Nous voyons bel et bien que la nature de ces problèmes-là est beaucoup plus liée aux militaires. On voit bel et bien qu'on utilise la base militaire, on asphyxie militairement l'État légitime gouvernant pour mettre à la disposition des rebelles des instruments militaires à l'effet de neutraliser la capacité de l'État. Aujourd'hui, il faut rappeler que
la RDC, le gouvernement de la RDC est sous embargo, n'est-ce pas, militaire. Il faut le rappeler. Et qu'en même temps qu'il est sous embargo, on voit bel et bien que la rébellion, n'est-ce pas, bénéficie des instruments militaires aussi sophistiqués et qui met en péril, n'est-ce pas, la RDC. Le co-panéliste ne peut pas encore dire que la RDC, la région de l'Est de la RDC n'est pas sous le contrôle du gouvernement Tshisekedi. C'est encore une erreur fatale qui démontre encore l'infaillibilité du gouvernement de Tshisekedi. La RDC, l'Est de la RDC appartient à la RDC. Alors aujourd'hui, s'il dit que cette région-là n'est pas gouvernée par la RDC, alors ça montre par voie de conséquence et ça corrobore les analyses que nous faisons ici que la RDC est prise en otage par les puissances occidentales avec le concours de certains États africains tels que le Rwanda. Face donc à une telle situation, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut, n'est-ce pas ici, mettre les pieds sur les freins? Non, il faut procéder par urgence. Et procéder par urgence consiste donc à poser des rapports de force qui vont affaiblir ces groupes militaires-là. Tshisekedi aujourd'hui n'est certes pas militaire, mais il est le chef suprême de l'armée. En tant que tel, il a la responsabilité de trouver une solution militaire au problème de la RDC. Parce que ça passe par là. Il faut un rapport de force militaire. Okay. Lorsque j'ai parlé de l'hypothèse, n'est-ce pas, d'un coup d'État qui serait par exemple concocté par les puissances occidentales, c'était une hypothèse parmi tant d'autres. J'ai émis deux hypothèses. J'ai émis l'hypothèse, n'est-ce pas, de la communauté internationale qui pourrait l'attaquer parce que Tshisekedi aujourd'hui est en califourchon entre les puissances occidentales et la Russie, alors qu'il sait là où il doit trouver la solution aujourd'hui au problème du Congo. Ça, c'est la première hypothèse. La deuxième hypothèse, j'ai démontré qu'aujourd'hui, avec le vent panafricaniste que nous vivons sur le continent africain, il peut aussi arriver que les Congolais et les Congolaises, n'est-ce pas, ici, soient aussi pénétrés par ce virus panafricaniste qui pourra les amener à prendre en main leur destin et libérer leur pays. Je n'ai pas appelé ici au coup d'État. Je ne suis pas un turiféraire des coups d'État, d'accord? Je fais tout simplement des analyses. Et ces analyses-là peuvent être, n'est-ce pas, ici, confirmées comme elles peuvent être infirmées sur le terrain avec le fil de l'évolution de l'actualité. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on doit faire très attention. On ne doit pas tenir des discours militantistes. Je comprends qu'il est un militant il est un militant de Tshisekedi. Il est un supporter de Tshisekedi. Mais aujourd'hui, on n'a plus besoin d'être supporter de quelqu'un ou pas. On a besoin de poser des analyses qui vont permettre de libérer le continent africain. Et aujourd'hui, au Congo, pour libérer le continent africain, il faut un panafricaniste qui va dire non à ces puissances occidentales et qui va travailler pour une instauration de rapports de force qui va permettre à ce que le gouvernement du Congo puisse avoir une totale contrôlabilité sur son étendue du territoire. Parce que c'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Et le Congo n'arrive pas à asseoir l'autorité de son gouvernement dans toutes ces régions. Il vient de démontrer là que la région de l'Est n'est pas sous son contrôle. Et il y a encore plusieurs d'autres régions comme cela. Les élections qui ont été organisées il y a 2 ans aujourd'hui, où le premier mandat de Tshisekedi, n'ont pas été organisées dans tout l'étendue du territoire. Alors, à partir de ce moment-là, il y a un problème. Donc, aujourd'hui, nous avons des précédents. On sait là où trouver des solutions, comme disait Dr Dalvaris tout à l'heure. Pourquoi ne pas aller vers là? Pourquoi mettre les freins qui conduisent vers là? Donc, il faut aller très vite. Parce que c'est des morts qui tombent quotidiennement du côté de la RDC. On ne peut plus dénombrer le chiffre aujourd'hui. Alors, combien de temps allons-nous encore attendre d'autres morts tomber pour mettre la solution définitive à ce problème-là? Il faut rappeler que le problème du Congo est le même problème que le Mali avait avec le nord du Mali, Kidal, aujourd'hui. Et vous avez vu comment Assimi Goïta a résolu le problème du point de vue stratégique et militaire. Il est sorti de ces accords d'Alger qui consistaient, n'est-ce pas, à différer le processus de solution de ce problème-là. Il a compris que c'était une diversion. Il a claqué ces accords-là et il a imposé ce que nous appelons politologiquement le monopole de la violence physique légitime au nord du Mali. Même si le Mali n'est pas sous 100% sous le contrôle du gouvernement malien aujourd'hui, il faut quand même être honnête pour reconnaître qu'il y a une nette avancée en termes du processus de sécurité dans ce côté-là. Donc aujourd'hui, nous disons que l'Afrique doit faire avec des partenaires sérieux.
Tshisekedi a, n'est-ce pas ici, procédé par une sorte de théâtralisation dernièrement sur le plan international, où il est allé se remettre à ses bourreaux, où il est allé tenir des discours, n'est-ce pas, inconfortables sur le plan international. Il a dit qu'au Congo, le rêve, n'est-ce pas, d'un ancien président risque de ne pas se réaliser. Un président souverain, un président indépendant, peut-il tenir un discours pareil? Ça veut dire qu'en réalité, au Congo, il est là pour implémenter le plan d'action des anciens présidents français, des puissances occidentales. Qu'est-ce que lui propose en termes de solution au problème de la RDC? C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Et parmi donc des solutions, nous disons qu'il doit aujourd'hui faire avec des partenaires sérieux, des partenaires qui ont démontré sur le plan international et même sur le plan historique que lorsqu'ils vous accompagnent dans la lutte contre le terrorisme, ils le font sincèrement et il y a le résultat sur le terrain. On ne doit plus être là en train c'est-à-dire de faire avec le chat et le chien. On ne doit plus être là en train de faire la politique de la neutralité. Non, aujourd'hui, soit on est avec un camp, soit on est avec un autre camp. Lorsque vous voyez un président aujourd'hui, compte tenu du contexte international que nous traversons, qui est batifole entre, n'est-ce pas, le chien et le chat, ça veut dire que c'est un président qui n'a pas encore compris les véritables enjeux du continent africain. Le continent africain aujourd'hui n'a plus besoin de cette politique d'alignement. Soit on est, n'est-ce pas, avec des partenaires sérieux, soit nous ne le sommes pas. Donc Tshisekedi sait ce qu'il doit faire. S'il ne le fait pas, du moins aujourd'hui, voir ce qui se passe au niveau du continent africain. Nous ne sommes plus à l'époque de 1960. Les populations africaines aujourd'hui sont informées des grandes réalités, grands enjeux du continent africain et ils ne pourront plus être prêts d'accepter cette manipulation des puissances occidentales. Voilà ce que j'avais à dire et il faudrait que mon compatriote congolais catalan le comprenne très bien. Il est congolais, certes, mais moi je suis africain et le Congo étant un pays africain, le problème du Congo me concerne aussi. Merci, Dr Sango, pour cette analyse apportée. Stéphane Katala, je pense que vous êtes toujours là. Alors, ne reconnaissez-vous pas aujourd'hui, au vu des défis qui pullulent en République démocratique du Congo et encore cette question sécuritaire avec cette tentative de coup d'État à manquer sur le territoire, que la politique de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo semble un tout petit peu frêle par rapport, comme vous-même vous le disiez tout à l'heure, au Mali, au Burkina Faso ou encore au Niger. Mais on n'oublie pas aussi la République centrafricaine. C'est vrai, on ne va peut-être pas comparer les États, car chaque État vaut sa superficie et puis sa politique. Mais est-ce que les politiques aujourd'hui de Tshisekedi, les solutions abordées et toutes les propositions ne sont pas frêles par rapport aux défis actuels? Merci beaucoup pour la parole. Je voudrais d'abord un peu revenir pour dire quelque chose. Quand quelqu'un a la maîtrise d'une réalité ou bien de la situation, il parle cela avec certitude. Je connais un peu la politique qui est véhiculée par Félix Tshisekedi parce que moi-même, j'ai milité dans ces partis politiques. Et je connais au moins comment les choses évoluent. C'est pourquoi j'ai l'assurance et j'ai la confiance. Et de là où nous quittons et là où nous sommes aujourd'hui, je peux vous certifier que nous sommes tellement sur la bonne voie que si tu regardes le Congo que Tshisekedi a hérité et le Congo d'aujourd'hui, c'est le jour et la nuit. Je n'ai pas dit qu'aujourd'hui, l'Est n'est pas sous contrôle de l'État congolais. Je n'ai pas dit ça. Donc ne me prêtez pas le mot. Et je n'aime pas aussi quand on fait les dégâts que ça devienne comme des guerres de mon nom. Je n'ai pas ce temps-là à perdre comme ça. Tshisekedi a hérité le pouvoir qui était infiltré, le pouvoir qui était dirigé par un étranger, qui a facilité l'infiltration des étrangers. Et aujourd'hui, avec l'avènement de ces changements, aujourd'hui, dans l'Assemblée nationale congolaise, il n'y a plus de Rwandais. Dans le Sénat, il n'y a plus de Rwandais. À la présidence, il n'y a plus. Dans l'administration, là-bas, à l'Est, il n'y a plus. Et quand on regarde dans l'armée, presque tous ces généraux, je crois qu'avec mon frère Dalvaris, on a eu à discuter sur cela, on a eu à parler sur cela. Dans l'armée, on avait rappelé beaucoup de généraux rwandais, les autres, ils ont fui, ils sont partis chez eux. Ils ne sont plus là. Et l'armée congolaise n'existait pas. Je peux dire que cette armée n'existait pas. Mais le président Tshisekedi a créé l'école de
de guerre. Et cette armée est maintenant réformée. Et l'autre information, parce que je me dis que quand vous venez faire le débat, il faut avoir de bonnes informations. La RDC n'est plus sous l'embargo des achats des équipements militaires qui a été imposé par les ennemis de ce pays. Ça fait, je crois, 5 à 4 ans qu'on n'est plus sous l'embargo. Et si vous regardez même dans les informations, vous comprendrez que parmi les pays africains qui ont acheté beaucoup d'équipements militaires, la RDC peut être première ou bien deuxième. Je croyais que vous alliez dire que le Mali est donc à 100% de contrôle de son pays, mais ce n'est pas le cas. Et autre chose, ne croyez pas qu'être panafricain aujourd'hui, ça allait simplement chez Poutine pour aller prendre les Wagner pour venir combattre. Ce n'est pas ça le panafricanisme, normalement. Là, vous interprétez très mal. Parce que moi, j'ai toujours eu des problèmes avec ces soi-disant panafricains. Ça fait presque les années là, j'étais là sur le plateau, en train de discuter avec les soi-disant panafricains, qui publicitaient les dictateurs. Les autres acclamaient pour Kagame. Alors que c'est Kagame qui est en train de tuer les Congolais. Tu sais qu'il est venu au pouvoir. Et la meilleure façon de détruire ton ennemi, c'est de t'approcher de ton ennemi. Avant, c'était simplement que les M23, les groupes armés. Quand Tshisekedi est entré au pouvoir, il a dit, bon, je vais m'approcher de tous mes pays voisins. Il a fait le voyage sur les 9 pays africains voisins de la RDC. Comme vous dites que bon, il part en Europe, il part en Occident. Il est parti chez nos frères africains. Et quand il est parti, qu'est-ce qu'il a trouvé en retour? On l'a poignardé dans le dos. Et quel est ce panafricanisme qui va dire que non, je pars auprès des gens qui sont des traîtres par derrière. Et quand il s'est approché de Kagame, en lui disant de faire les accords des gagnants-gagnants, Kagame a prouvé le mal circulé. Et là, il a compris que non. Voilà, le mal en RDC, c'est lui. Et quand il part en France, ce n'est pas pour dire qu'il part chercher les armes en France, non. Les armes que la RDC achète, c'est en Russie, c'est en Turquie, c'est en Chine, en Roumanie. Et ces pays-là nous donnent aussi des formateurs pour former les militaires congolais. Dernièrement, il y a les commandos spéciaux qui venaient de sortir. Ils sont formés par qui? Par les Roumains, par les Russes. Donc, oui, mes frères de Burkina Faso, de Mali et Niger, ils ont une voie qu'ils ont empruntée pour arriver là où ils sont en train d'aller, parce que ceux qui ne sont pas encore arrivés. Et Tshisekedi a aussi une voie qu'il emprunte, mais je crois que nous allons atteindre le même résultat. Il y a la guerre des armes, il y a aussi la guerre des cervelles. Les Blancs ne sont pas plus intelligents que nous. C'est parce qu'ils étaient en face des gens qui n'étaient pas aussi bien rodés dans leur tête. Mais maintenant, ce n'est plus le cas. Laissez-moi vous dire qu'aujourd'hui, sur le front, au front là-bas, comme je vous dis, avec les armes que Tshisekedi a achetées, avec la formation des militaires qui a été accomplie, Rwanda ne voit plus rien. Et je vais encore vous dire que le fait qu'ils ont précipité, parce que quand nous regardons les images, je pouvais vous envoyer des interviews, mais c'est en lingala, vous ne pouvez pas comprendre. Parce qu'on a commencé à interviewer ces gens. Vous ne pouvez pas comprendre. Les images que nous voyons et celles que nous écoutons, nous pouvons comprendre qu'ils ont précipité des choses. Pourquoi? Parce que sur les champs de bataille là-bas, là où les Occidentaux cherchent à obliger Tshisekedi à négocier, ils n'ont plus la même mise sur les opérations là-bas. Je crois que si Dieu fait grâce, dans 1 semaine, 2 semaines, la guerre là sera déjà finie. Et c'est pourquoi ils ont voulu venir attaquer ici. Et laissez-moi aussi vous dire, comme je vous le dis toujours, ces régimes passés, dernièrement, quand Kagame était connu devant le monde que celui qui agresse, pour essayer de se cacher, il a publicité les Congolais. Rappelez-vous d'un certain Corneille Nangaa, qui était le président de la CENI. Il est parti là-bas, soi-disant, qu'il a sa formation aussi AFC, donc Alliance France-Fleuve Congo. Il s'est associé au M23 pour que Kagame puisse encore se cacher. Mais cela n'a pas marché. Et nous savons que même Kabila est derrière. Il y a beaucoup d'officiers congolais qui sont allés rejoindre ce mouvement-là. Tout ça pour mettre des bruits afin qu'on ne puisse pas doiter Kagame. Que Macron dise que c'est Kagame, que Macron ne dise pas que c'est Kagame. Vous devez savoir qu'il y avait les opérations qui ont été déjà bien préparées. C'est ce qui est déjà un pas dedans dans le BRICS. Donc, les opérations qui ont été préparées, c'est avec SADC. Les opérations étaient déjà préparées. Il y a eu
autant de rotations des avions quittant la Russie pour déposer les équipements là-bas à Goma. Les opérations étaient préparées. Lui, il a marché simplement partout. Il sait que nous savons que la France est derrière. La France soutient l'armée rwandaise. La France soutient les rebelles. Nous savons cela. Nous n'avons rien à prendre chez les Français. Mais sa diplomatie, il voudrait... Parce que notre constitution que nous avons, c'était une constitution qui a été écrite au Rwanda avec tous ces gens. Et nous avons beaucoup de pièges dans cette constitution. Il y a des choses qu'il fait pour éviter, ne pas énerver la Constitution. Mais comme il est parti, vous allez comprendre que si la France fait quelque chose devant le monde, on comprendra que la France a fait ceci, la France a fait cela. Mais sachez-le, on ne néglige jamais sur le front. On est en train d'attaquer au jour le jour. Et aujourd'hui encore, il y a des villages qu'on a récupérés. Est-ce que vous savez que vendredi, il y a beaucoup de militaires rwandais qui sont morts dans le lac. Qui est là pourquoi? Parce qu'ils étaient encerclés, ils n'ont pas pu s'échapper. Et on est en train de les tuer jour et nuit. C'est pour dire que Tshisekedi ne dort pas. Simplement, il a sa politique qu'il est en train de faire, que beaucoup parfois de mes frères panafricains ne comprennent pas. Mais donnez-nous, même 1 an, 2 ans, vous comprendrez que c'est un vrai panafricain. Mais monsieur parce que tous ces gens que vous voyez, oh, la France, les États-Unis. Allô, monsieur Katala, c'est bon, vous avez terminé? Allô? Oui, merci. Je pense que vous en aviez terminé, je suppose, monsieur Katala. J'essaye de vous relancer depuis, mais vous êtes tellement dans le flot de votre analyse. On va passer la parole à quelqu'un d'autre. On retrouve Talo Talo, justement, qu'on essayait d'avoir tout à l'heure. On va réessayer tout de suite. Talo Talo, des Roumains, des soldats européens, la MONUSCO, les Américains, finalement, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo touche à tout pour avoir la sécurité sur le plan militaire, mais aucune solution. Pendant ce temps, son pouvoir commence à être menacé. La Russie et la Chine, forcément la solution à la situation en République démocratique du Congo. Le soutien également des pays africains, qu'en est-il? Talo Talo, est-ce que vous êtes là? Eh bien, si Talo Talo n'est pas là, on passe à Tapé Groubera qui répond à la même question. Tapé Groubera, vous avez la parole. Bien, je vais dire, ça serait un peu une forme de répétition parce que la méthode, je le dis et je le continue de répéter. Oui. Ici, et c'est ce qu'a dit tout à l'heure le docteur Sango, les problèmes qui sont là, il faut effectivement les analyser du point de vue de la géostratégie et de la géopolitique. Ce n'est pas une question de Rwandais contre Congolais. Non, en fait. Il ne faut pas le voir comme ça. Si on le voit comme ça, c'est qu'on s'est trompé énormément. Ici, il y a le fait que les gens veulent s'approprier les ressources de l'Afrique. Et vous êtes sans ignorer que depuis un moment, les gens ont compris qu'en réalité, ils font une projection pour dire qu'en 2050, l'Afrique aura 2 milliards, entre 2 et 3 milliards d'habitants. Donc, c'est toute une grande campagne qui est là. Mais véritablement, leurs préoccupations, d'ailleurs, si nous regardons leurs préoccupations, donc c'est comment faire, en réalité, pour continuer de nourrir leur population en étant, nous, qui possédons les matières premières, en étant les plus pauvres, parce que c'est un peu cette situation qu'ils continuent de présenter. Et voilà donc la situation. Je le dis et je le répète. Ici, tout à l'heure, mon frère, son nom m'échappe, a dit que d'ici attendre 2-3 ans, je suis désolé, on n'a plus le temps d'attendre 2-3 ans. Il y a une urgence, c'est pour ça tout à l'heure j'ai parlé du fait que il y a urgence, et quand il y a urgence, on ne cherche pas l'eau potable pour éteindre l'incendie. Moi je pleure, peut-être que je pleure moins que lui, puisque lui les Congolais, il connaît les personnes, mais je pleure, j'ai mal au cœur. Quand il y a des manifestations ici en Belgique, je participe, et c'était vraiment écœurant de voir ce qui se passe. Donc, il y a une urgence. Il faut stopper cette violence qui est faite sur nos parents, nos sœurs, nos frères de la République démocratique du Congo à l'Est. Il n'y a pas deux solutions, c'est des rapports de force. Moi, je ne dis pas simplement d'aller chercher des militaires ailleurs, parce que c'est ce cas. On envoie des Roumains, etc. Les Congolais sont les premiers à défendre leur territoire.
Les militaires congolais sont prêts à défendre leur territoire. Il faut les armer. Il faut qu'on achète le maximum d'armes. Nous sommes prêts, selon nos modestes contributions, à apporter s'il le faut. Mais je pense que le Congo n'a même pas besoin peut-être de mes copecs, parce que le Congo a de l'argent. La première des choses, c'est vrai, peut-être que le président Tshisekedi, on lui dirait qu'il n'a rien fait, mais le fait qu'il stoppe cette hémorragie, ces meurtres, ces assassinats qui sont opérés à l'Est, rien que pour le bonheur des gens de l'extérieur. Aujourd'hui, on parle que le Rwanda exporte de la matière première, mais où? Elle envoie ça où? Vous voyez, c'est ça le véritable problème. Donc, l'enjeu, c'est que nous avons des mains extérieures qui utilisent certains de nos chefs d'État, notamment Paul Kagame. Paul Kagame, il n'est pas différent de M. Ouattara. On sait, ce sont des gens qui travaillent pour l'Occident. Comme on a vu le cas, cette digression avec le cas de Patrice Talon. Donc, ce sont des gens qui travaillent pour l'Occident. Ils sont là parce qu'ils veulent faire plaisir à leur maître. Et donc, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ils sont prêts à tout. Comme je l'ai dit dans mon premier ouvrage, ces Africains, les ministres africains, prêts à tout pour détruire les frères, pour détruire comment on appelle, d'autres pays. Mais nous, qu'est-ce que nous devons faire? Comme je dis, depuis 1998, si on est jusqu'à aujourd'hui, nos parents en République démocratique du Congo sont en train de mourir. M. Tshisekedi est venu, ça fait son deuxième mandat. C'est vrai qu'on ne peut pas dire le premier mandat, c'était difficile compte tenu du contexte dans lequel il a pu être là. Il a, comment on appelle, renouvelé la chose dans son mandat. Donc, il a aujourd'hui 5 ans pour aller. C'est pour cela, la fois dernière, j'ai posé la question, lorsqu'il a été question de la Constitution. Mon frère tout à l'heure l'a dit, et j'ai dit quelle est l'urgence. L'urgence aujourd'hui, selon moi, peut-être que je me trompe, c'est de tout faire pour qu'on arrête ce qui se passe. Est-ce que les Polonais, comment on appelle, parce que tout à l'heure, le frère a parlé de l'école de guerre. Cette école, c'est une école installée par les Français. J'ai dit de faire attention. Moi, pour moi, je ne demande pas qui choisit son partenaire. Ce n'est pas à moi de déterminer quel est le bon partenaire comment on appelle, du Congo. Mais pour moi, l'urgence, c'est que dans cette région-là, d'ici peut-être la fin de l'année, qu'on ne doit plus entendre une seule arme qui vole. Le Congo doit avoir aujourd'hui des armes. Ce n'est plus des Kalachnikov qu'il faut acheter parce que M24 est armé. Ils ont d'autres choses. Il faut des drones. Et pas n'importe quel drone. Ce sont des drones. Quand ils sont en haut, ils voient, ils attaquent. Il faut sécuriser cette zone-là. Il faut que les populations commencent à avoir un peu de paix. Bon, voilà, c'est ça l'urgence. Tout le reste, tout candidat qui va venir me parler de autre chose, pour moi, en République démocratique du Congo, sur ce candidat-là, je ne le suivrai pas. J'attends les preuves pour que M. Tshisekedi me donne, comme le frère a dit, on attend 1 an. On espère que d'ici 2 ans, c'est trop, mais 1 an, qu'effectivement la situation soit pacifiée et que l'armée du Congo soit une armée de telle sorte que tout individu ou bien toute armée qui a une envie, c'est-à-dire l'avoir envie d'aller, doit réfléchir 2, 3, 4, 5 fois avant de tenter de les attaquer. Merci Tapé Grobera. On va terminer sur ce sujet avec vous. Docteur Ngudju, aujourd'hui, faut-il dire que le président Tshisekedi devrait se concentrer un peu plus sur l'armée, l'équipement militaire et les stratégies militaires pour résoudre la crise dans l'est de la RDC, plutôt que d'accuser ses voisins, plutôt que d'appeler la communauté internationale à condamner ce qui se passe en République démocratique du Congo, ou même tout simplement ouvrir la voie à des partenariats qui peinent à être fructueux sur le territoire? Moi, je pense, avant de répondre directement à votre question, madame, je pense qu'il y a un élément que nous ne devons pas oublier. Lequel? Parce qu'en fait, rappelons-nous que dans la nuit, c'est d'abord le domicile de Vital Kamerhe qui a été attaqué. En réalité, s'il fallait même parler des tentatives d'assassinat, c'était sur la personne de Vital Kamerhe et non sur la personne du chef de l'État. Or, vous savez, Vital Kamerhe, il est vice-premier ministre, mais surtout, il est en train de postuler pour être président du Parlement. Et n'oublions pas que lui, il a travaillé à la présidence. Il avait été emprisonné par Etienne Tshisekedi. Il a passé des années en prison parce qu'il était accusé d'avoir détourné beaucoup d'argent. Mais ils ont eu quand même un terrain d'entente après disposition. Il a été libéré. Donc, de l'autre côté, parce que dans tous les cas, Vital Kamerhe, il était quand même été humilié. Est-ce que quelque part, il voudrait se venger? Une vengeance. On n'a pas d'éléments pour pouvoir soutenir cela. Mais de l'autre côté, comme il est en train d'aller
Parce que être quand même président au Parlement en RD Congo, c'est extrêmement puissant, c'est extrêmement important. N'oublions pas qu'il a fallu, quand Tshisekedi prend le pouvoir, on a commencé à dégommer les partisans de Kabila Kabanga qui étaient au Parlement pour pouvoir avoir le pouvoir, puisque si vous ne comptez pas au Parlement, vous ne pouvez pas faire ni voter les budgets, ni passer les textes de loi. Est-ce que du fait que Kamere est en train de vouloir prendre la présidence là-bas, on veut essayer de le neutraliser aussi? Cela se peut. Non seulement pour le camp d'en face, pour le camp présidentiel, parce que n'oublions pas qu'il lui fait partie de l'alliance présidentielle. Mais une alliance n'est pas homogène. Une alliance ne joue que le rôle des intérêts, surtout dans un pays capitaliste comme la RD Congo. Puisque la plupart des gars qui soutiennent Tshisekedi hier, les gars là hier, ils étaient avec Kabila Kabanga. Ils ont juste changé le côté du costume pour pouvoir être avec Tshisekedi. Donc moi je pense qu'il faut regarder ces pistes-là et au-delà quand même, peut-être même qu'il y a des groupes armés qui sont que des mercenaires. Parce qu'il y a certains gars armés qui avaient des uniformes de l'armée congolaise, mais d'autres qui ne les avaient pas. Mais surtout, ces gars, ils ont ressoulevé le drapeau du Zaïre. Le drapeau que Zaïre a utilisé des années 70 jusqu'à 1997 sous l'égide de Mobutu Sese Seko. Et ils veulent encore peut-être le Zaïre. Je vais dire, il y a des pistes. Soit on brûle même les pistes. Dans quelque part, ça se fait dans certains pays. Parfois, le responsable, profondément, à qui profite le crime. Et il y a eu des cas où des gens ont organisé une tentative d'assassinat sur leur propre personne pour attirer la sympathie du monde. Et ils ont atteint les objectifs. Moi, je pense que aucune piste ne peut être écartée. Et je pense que les autorités congolaises ont la compétence de diligenter une enquête ou des enquêtes et que s'ils sont ouverts, ils pourraient publier éventuellement les résultats de l'enquête. Est-ce que c'est les puissances occidentales? Est-ce que c'est seulement le Rwanda? Est-ce que c'est une affaire interne entre Kamere et Tshisekedi? Pour cela, ça pourrait exister. Mais surtout, est-ce que c'est pour d'autres personnes qui voudraient plutôt la présidence du Parlement contre Vital Kamere? Ce sont des pistes. Mais maintenant, pour la stratégie militaire, moi j'ai toujours dit, j'étais très surpris que quand le président Tshisekedi a pris le pouvoir, la première décision qu'il a prise, c'était comme s'il était en train de détricoter tout ce que le président Kabila a construit. Vous savez, aujourd'hui, on est en train de voir, il est en train d'entériner un deuxième mandat pour que la MONUSCO parte. Alors, quand il vient prendre le pouvoir, la MONUSCO est en train de partir. Kabila Kabanga a travaillé dessus, il partait. Il a dit que non, il ne parte pas. Tout à l'heure, notre panéliste a dit cela du côté de Belgique. Mais quand il vient, il n'y a plus de base, il n'y a plus d'école occidentale. C'est lui qui dit aux Français, venez mettre votre école ici. Là. C'est qu'on ne voulait pas depuis. Il a commencé à dégommer tous les généraux. Il a envoyé les généraux en prison, etc. Celui que j'ai cité là, Idi Kapen, qui avait été accusé dans la mort de Kabila Père, il était sergent, après il était colonel, après. Tout récemment, on l'a fait monter général, je crois général de brigade. Je vais dire, pour quelqu'un qui veut la souveraineté, qui veut un réel développement de son pays, les décisions qui ont été prises, c'est beaucoup plus surprenant. Mais quand on regarde comment il vit au pouvoir, n'oublions pas que la décision qui a été prise pour qu'il vienne au pouvoir, la réunion s'est déroulée, ou rappelez-vous, c'était en Belgique. C'est en Belgique qu'on choisit Tshisekedi qui doit être... Il doit dire, mais c'est pas sérieux. Si vous voulez faire quelque chose quand même pour votre pays, c'est pas forcément chez le colon que vous devez faire les réunions. Bien, faites-moi quoi en Afrique, c'est dans un autre pays, mais quand même sur le continent africain. Donc moi, je pense qu'il y a ce nombre d'actes qui ont été pris là, et moi, j'étais un peu, je vais dire... Je veux pas dire... Mais j'étais quand même déçu qu'il puisse prendre les dispositions pour... je peux dire pour frustrer son prédécesseur, à l'occurrence Kabila Kabangé. On peut reprocher beaucoup de choses sur l'État, mais il pouvait partir qu'il ne pouvait pas partir. Hein. Et le candidat, vous savez, le candidat qui était en face, c'est le chef du renseignement intérieur. Il y avait tout pour rester. Mais s'il avait reconnu qu'on vous a élu président, mais laissez-le moins avec un peu de respect. C'est ça l'élégance. Vous n'avez pas besoin de... Il y a une taux d'enquête, il y a cela à peine quelques temps, j'étais au Rwanda. Vous savez, ils ont fait des enquêtes jusqu'à sur sa sœur. Je crois on l'a fait interpeller par les gars du renseignement intérieur, on a fouillé la maison, on pose des questions. On n'a pas besoin de cela. On n'a pas besoin de cela. Et même si c'est établi que vous faites ce type de choses, vous pouvez être en train de soulever des rancœurs. Il y a des gens qui ont dit, ok, nous avons dirigé le pays, on vous a laissé, maintenant c'est votre tour. Mais quand vous organisez une certaine chasse aux sorcières, cela peut faire soulever le pouvoir. Il a dit, mais quelqu'un à qui on a pris l'État en Belgique, il n'avait même pas le possibilité d'être là, on vient, on le laisse, il commence à prendre ce type. Parce que, vous savez, on a organisé pratiquement la scission au sein du parti de Kabila. Parce que le Parlement, on a pris tous les parlementaires, il a levé même tous les généraux. Là, je crois qu'il a fait une réunion de plusieurs avec l'ensemble des généraux pour essayer de leur retourner. Moi, je pense que quand on vient, on dirige une nation, on n'est
pas obligé de tourner le couteau dans la plaie. Oui. Parce qu'il y a d'autres manières de pouvoir diriger les choses, il y a d'autres manières de pouvoir diriger les choses. Je veux dire, quand on est dans un contexte comme celui-ci, c'est très important qu'on puisse avoir une ligne claire. Et pour ça, vous avez vu, par exemple, au Mali, les lignes sont claires. Au Niger, c'est clair. On ne peut pas cohabiter comme ça. Si vous ne pouvez pas, ça va être très très difficile. Et la plupart des pays qui n'ont pas voulu avoir des lignes claires, même comme le Cameroun, on a toutes les difficultés de la terre. Ça veut dire, les gens que vous pensez qu'ils sont avec vous, ils ne sont pas avec vous. Ils ne sont pas avec vous, n'oubliez pas. Okay. Pendant longtemps, quand on était ici au Cameroun, pendant le conflit que nous avons eu avec le Nigeria, chez Bakassi, il y avait des chances que la France soutienne le Nigeria. Hein. Oui. Ça, il parlait avec des gens, oui, il y a des chances. Pourquoi? Parce que les intérêts de la France au Nigeria étaient considérables. Total, le Nigeria, ils ont beaucoup de pétrole. Total a beaucoup d'intérêts là-bas, mais ils regardent au Cameroun. Et ça devient difficile, etc., etc. Donc moi, je dis, c'est quoi? Ce serait très important que les autorités congolaises, avec à leur tête le chef suprême des armées, le président Tshisekedi, prennent disposition pour avoir une vision claire. S'il va toujours, vous allez chez les Occidentaux, dans la journée devant les caméras, dans la nuit, vous êtes en train de manger avec eux. Matin, minuit, soir, mais vous faites quoi là? C'est pas sérieux. Donc moi je pense que c'est important qu'ils se décident. S'ils se décident, on pourra avoir les résultats comme on est en train de voir sur le continent. Merci Dr Ngudju. On va au téléphone tout de suite avec Jean qui nous appelle depuis les États-Unis. Bonsoir et bienvenue à vous. Bonjour Begoudé, bonjour à vos invités et bonjour aux techniciens. Vraiment, si ce qui dit se décide, on va voir clair, comme l'a dit Galvaris. Vous voyez, et le coup d'État qui semble, ou bien qui a été opéré, bon, c'est eux qui le disent, nous attendons toujours pour voir clair. Et j'aimerais répondre un peu à Stéphane. Stéphane, c'est un allié il nous côtoie depuis longtemps, il participe à ce choses-là. Donc, Stéphane fait la politique, mais il doit être honnête dans sa politique. Parce que ce qu'il dit, et nous l'accusons du fait qu'il se rapprochait trop des ennemis du Congo, qu'il pensait être amis du Congo. C'est des menteurs, ces gens-là. Aujourd'hui, Dieu merci, lui-même voit clair. Dans son interview, il a même accusé l'Europe et puis les amis de Kagame. Kagame n'est rien. Il y a beaucoup de Kagame en Afrique. On peut en trouver partout. C'est-à-dire ces gens, ces charognards, ces menteurs trouvent toujours des gens pour utiliser, pour justifier leur présence. Et c'est comme ça qu'ils font toujours. Ils utilisent des gens pour créer la scission, la division au niveau sur le continent africain. Il y en a. Donc c'est pas ce que nous allons voir. Que Stéphane sache que quand il parle d'étranger, chaque fois, ce n'est pas dans ces conditions. Vous ne pouvez jamais comprendre ce qui se passe. La lutte, vous dites panafricanisme. Moi, je ne sais pas ce que vous appelez panafricaniste. Je ne sais pas si vous-même vous. Moi, je ne suis pas dans ce jeu de mots. Défendons la justice et le droit, l'humanisme et l'humanité. Le Congo est déchiré. Le Congo est humilié. Le Congo est humilié. C'est là le problème. Et ce n'est pas juste. Et si c'était les Américains, ceux-là, ces impérialistes américains qui pillent le Congo, combien de sociétés privées américaines qui déchirent, qui violent le sol congolais? Il y en a beaucoup. Et c'est ce que Gavin disait, que Kabila aussi, Kabila faisait. Bon, je ne vais pas revenir sur ça, c'est déjà dit quand même. Mais aujourd'hui, Stéphane vient de dire que oui, qu'il y a les instructeurs russes. Oh, Stéphane, c'est bien, alors, c'est bien. Tu te souviens de ce que tu disais? Voilà, les Russes sont là. C'est ce que nous voulons. Les Russes ne sont pas là pour voter comme les Européens et ces Américains impérialistes. Les Russes sont là pour vous former, pour que vous-même vous preniez soin de votre maison, pour que la lutte ensemble contre le seul ennemi qui sont les impérialistes américains, que nous tous nous fassions face à ceux-là, pour qu'il y ait justice sur la terre. Au moins, peu de justice et d'honnêteté. Parce que c'est des gens qui ont embrouillé tout. C'est eux-mêmes qui parlent des droits de l'homme, qui parlent de n'importe quoi pour enfumer les gens. C'est des faux, ces impérialistes. Ils déchirent nos cœurs, ils violent nos terres. Ils n'ont qu'à apprendre à respecter le continent. Pour cela, ils seront punis. Vous allez voir. Que ce que dit se décide. Et dit, voilà, aujourd'hui, je vais maintenant complètement afficher ma position
ce n'est pas une erreur de se convertir, de défendre maintenant la vérité, qui est la vie des Congolais et la nation congolaise. C'est très important. Et il n'y a qu'à se décider et s'afficher clairement. Quand tu t'affiches ce que dit, les gens auront peur de toi parce qu'ils savent maintenant que oui, tu es en accord avec leur ennemi, soi-disant ennemi, ce n'est pas ennemi, alors que même ils sont en coulisses avec eux. Nous sommes en guerre, que Dieu bénisse la terre congolaise et surtout cette région de Grand Lac pour que, d'où tous nous venons, pour que la vie et la dignité reviennent dans le cœur de nos enfants. Que Dieu bénisse. Nous sommes en guerre. Bye. Merci à vous. Jean, depuis les États-Unis. Alors, docteur Sango, faut-il ajouter quelque chose à ce commentaire de notre appelant dans le cadre de cette émission? Eh bien, vous le ferez certainement tout à l'heure après avoir reçu Zerfel depuis l'Allemagne. Bonsoir, bienvenue à vous. Bonsoir. Et je salue d'abord ma soeur, Madone, et puis ses invités, sans oublier tous les techniciens, tous ceux qui sont de l'autre côté, de la caméra. Vraiment, moi, ce pasteur-là, moi, je lui dis la vérité. Parce que un pasteur, tu pries pour que les âmes puissent vraiment trouver la paix. Mais toi, tu ne pries pas pour que les Congolais puissent avoir la paix, tu pries pour qu'ils meurent. C'est pourquoi tu soutiens ce monsieur-là. Parce que ce n'est pas la première fois que tu soutiens le monsieur-là. C'est que les gars disent sur le plateau-là. Ce qu'ils disent là, c'est pas mauvais pour les Congolais. Donc, ils ne veulent pas attaquer des gens, faire des discours qui n'ont pas de sens. Il faut arrêter ça. Parce que ce que tu es en train de dire là, nous tous, on sait. Nos frères qui meurent là-bas, là, ils ne reviennent plus. Il y a beaucoup, on a trop vu pendant 20 ans. Aujourd'hui, il y a des milliers de Congolais qui meurent là-bas. Ça te dit rien? Étant pasteur, ça te dit rien? Et puis tu supportes le monsieur là. Attends, allez chercher Turc, Chinois, Russe. Il ne peut pas choisir une seule personne pour venir aider sur son pays. Tout l'argent du Congo là, qu'il est en train de lapider là. Et d'abord, quand il cherche les gens là, pourquoi il les cache? Il est obligé de les cacher? Alors, moi, je ne comprends pas. Pourquoi il cache des gens qui viennent former vos soldats, machin, sortir, rentrer là. On a vu à Centrafrique. À Centrafrique était pris à 90% son territoire des terroristes. Mais en combien de mois, les gars, ils ont été libérés. Alors, quand tu parles là, tu penses quoi même? Tu penses que quoi? Supporter un monsieur comme ça? C'est ça, tu penses que tu es un politicien? Toi, tu as admis tes enfants au Cameroun et puis tu ne les envoies pas pour autre chose, au Congo. Quand ils vont voir la souffrance qui est là-bas, là, tu vas respecter les gens. Il faut arrêter ça. Quand les gars parlent là, ce n'est pas pour insulter les Congolais, ni celui qui est là. Mais quand un président prend le pouvoir là, la première des choses, son général, qui va nommer là, il va lui poser des questions. Qu'est-ce qu'il manque dans les casernes? Qu'est-ce qu'il manque dans les casernes pour protéger nos citoyens? C'est la première des questions. Mais s'il n'a pas posé cette question, c'est un vagabond président qui est là. Je le dis. C'est moi. Ça, c'est la moindre des choses. Comment il peut se promener de ville en ville, de pays en pays, pour chercher. Il cherche quoi au juste? Il cherche quoi? Il veut, ça vous dit que chez les Congolais, ils ont des avions, il peut se promener dedans et les autres vont mourir, quoi. Là, il faut arrêter ça, monsieur. Quand on se dit pasteur, là, on ne parle pas sur ce ton. Ou tu mets l'histoire de pasteur à côté, maintenant tu deviens politicien direct pour attaquer des gens sur les plateaux. Mais moi, je vais te dire, je vais t'attaquer aussi. Parce que ce que tu dis, c'est du faux. Et tu supportes un faux. Ça, c'est la bonne des choses. Je le dis, je suis ivoirien et puis je le dis. Parce que ce sont des Africains qui meurent. C'est pas... Parce que tu es venu mettre tes enfants au Cameroun. Vous êtes au Cameroun, là. Alors, ils sont en paix, ils vont à l'école. Sans problème. Et les autres? Et regarde les enfants qui marchent des kilomètres pour chercher de quoi, pour abriter. Vraiment, ça me fait mal. Pour abriter sur un arbre pour dormir la nuit. Parmi les serpents et les animaux. Alors, ça ne te dit rien. Et puis, tu es en train de te muscler, en train d'attaquer les gens sur les plateaux. Ça, tu es un faux type. Merci Zerfel, merci infiniment
pour votre passage à ce programme. Merci pour votre rapport. Voilà, on rappelle que chacun est libre d'avoir son point de vue. Malheureusement, c'est ainsi. Alors, il faut respecter l'analyse de chacun. Merci. En tout cas, on poursuit peut-être. On va laisser le téléphone ouvert quelques instants encore. Et puis, on va évidemment poursuivre sur le plateau. Alors, Dr Sango, un mot à dire sur les réactions de nos appelants tout à l'heure? Oui, je pense que nous avons tous dit ici et chacun est libre de donner son point de vue, mais je pense que s'il y a un point sur lequel nous pouvons tous être d'accord, c'est que l'Afrique doit se libérer. Et l'Afrique doit se libérer, n'est-ce pas, de ce processus de spoliation de ses matières premières et de ses ressources naturelles. Et pour le faire, il faudrait que cette Afrique-là compte d'abord sur elle-même, parce qu'aujourd'hui, il est clair que nous sommes en guerre. Les pays occidentaux ont déclaré la guerre à l'Afrique. Et parce que nous sommes en guerre, lorsque vous êtes en guerre, tout devient militaire. On n'a plus besoin de dire que celui-ci est militaire, l'autre ne l'est pas. Hein? Bien plus, lorsque tu es président, tu es le premier militaire lorsque ton pays est attaqué. Okay. Donc aujourd'hui, moi je pense qu'on doit prendre en compte cette réalité-là et comprendre que Tshisekedi, nous ne sommes pas en train de le critiquer pour rien. Nous sommes tout simplement en train de faire des analyses pour qu'ils comprennent qu'en réalité, il y a une sorte de manipulation des puissances occidentales qui est en train de se jouer sur son territoire et qu'il doit ouvrir les yeux pour prendre à main les rênes du pouvoir. Moi, je pense qu'aujourd'hui, avec cette tentative de coup d'État-là, c'est maintenant que la présidence de Tshisekedi va commencer. Moi, je pense que s'il est vraiment conscient, c'est maintenant qu'il va comprendre que il n'est plus en sécurité. Parce que comment expliquer que après sa tournée en Europe, ça ne fait même pas 2 semaines à 3 semaines, il est victime d'un coup d'État. C'est-à-dire, il ne faut pas être stratège, il ne faut pas avoir un doctorat en sciences politiques pour comprendre les ramifications et les interconnexions qui existent entre toutes ces choses-là. Il doit comprendre qu'aujourd'hui, les puissances occidentales ont radicalement perdu l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest. Maintenant, l'Afrique centrale est devenue le théâtre, n'est-ce pas, l'épicentre le plus important sur lequel va se jouer leur dernière bataille. Donc, il est important qu'ils comprennent cela et intègrent le fait que il a beaucoup plus, n'est-ce pas ici, la chance de travailler avec les partenaires redoutables comme la Russie. Il a besoin aujourd'hui de se doter d'un partenaire fort tel que la Russie, tel que la Corée du Nord, mais aussi et surtout certains pays africains qui ont décidé de prendre un nouveau paradigme. Donc, moi je pense qu'aujourd'hui, s'il a vraiment la volonté, et ce que j'appelle souvent le volontarisme politique, il peut revenir aujourd'hui à de meilleurs sentiments et s'inscrire dans la dynamique de la libération du continent africain. Les armes dont parle Catalan, il dit que la RDC s'est dotée de ces armes-là. Mais nous voulons voir ces armes-là sur le terrain. Nous voulons voir l'utilité de ces armes sur le terrain. Où sont donc passées ces armes-là? Nous, on s'attend à ce que ces armes-là, si c'est vrai que le gouvernement congolais les a acquises, alors que ça participe à dénazifier la région de l'Est. Et tous ces étrangers qui ont décidé de mettre en mal le processus de sécurisation du Congo. Donc, on ne parle pas des armes ici comme slogan. On veut que ces armes-là soient, n'est-ce pas, matérialisées sur le terrain en termes de rapport de force pour que ces puissances occidentales belliqueuses puissent arrêter leur processus de chosification du continent africain. Merci, docteur.